Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet événement de lancement organisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Je me présente, Roxane Martel-Perron. Je suis directrice de l'éducation et du développement des compétences et je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement de lancement du petit guide illustré de la haine au Québec. Avant de débuter, certaines informations techniques afin de s'assurer le bon déroulement de la séance. Tout d'abord, vous pouvez interagir en tout temps avec notre équipe et les panélistes grâce à la section « Converser » ou « Chat ». Une personne de notre équipe s'occupera de faire la modération dans cette section si vous avez des problèmes ou des questions. Ensuite, un service de traduction simultanée est à votre disposition, comme nos panélistes d'aujourd'hui sont à la fois francophones et anglophones. Vous n'avez qu'à choisir le canal de votre choix, français ou anglais, en cliquant sur l'icône « Traduction » en bas de votre écran, qui possède un petit visuel de Planète Terre. Notez également que la séance d'aujourd'hui est enregistrée et sera rendue disponible par la suite sur demande. Finalement, si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez l'indiquer dans l'onglet de conversation. Donc voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Madame la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la ville de Montréal. Madame la commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Chers partenaires et amis du CPRMV, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de notre petit guide illustré de la haine au Québec. J'aimerais souligner donc la présence d'importants dignitaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, donc Madame Caroline Bourgeois, Madame Bouchra Manaï. En ce 17 mai, au lendemain de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir virtuellement en si grand nombre et nous sommes très fiers de vous présenter la première ressource en ligne au Québec dédiée à la signification et à l'utilisation des signes et des symboles ainsi que des expressions considérées haineux. Le petit guide illustré de la haine au Québec est l'aboutissement de 2 années d'efforts et de consultations auprès de plusieurs partenaires du CPRMV, dont font partie nos panélistes invités, Dr Mark Pitkovich, Madame Nadira Barr et Madame Mylène Saint-Onge. Je tiens également à remercier nos partenaires financiers, c'est-à-dire la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique du Québec qui, par leur fidèle soutien, ont rendu possible le développement de notre plateforme. Face au discours de haine actuellement présent dans l'espace public québécois et sur les réseaux sociaux, l'éducation s'avère une nécessité et constitue l'un des principaux leviers d'action privilégiés par le CPRMV afin de prévenir les situations de radicalisation et bien avant cela, les actes à caractère haineux. Voilà pourquoi le petit guide illustré de la haine au Québec est plus que jamais un outil pédagogique indispensable aux citoyennes et citoyens qui souhaitent reconnaître, distinguer et surtout mieux comprendre les symboles visuels, les expressions ou les codes numériques exprimant de la haine à l'égard d'un groupe identifiable qui se distingue des autres segments de la population en raison de son âge, de la race, de la couleur de la peau, de l'origine nationale ou ethnique, en raison de la langue, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'expression ou de l'identité de genre ou encore en raison d'une déficience physique ou mentale. À partir d'aujourd'hui, nous vous invitons toutes et tous, la population en général, à visiter le www.guiden.org, à utiliser les contenus qui s'y trouvent à des fins éducatives et à faire connaître notre tout nouveau portail web auprès de leur entourage. Sur ce, je remets la parole à Roxane Martel, directrice de l'éducation et du développement des compétences au CPRMV, qui présentera en détail le projet ainsi que notre plateforme en ligne. Merci de votre attention et bonne présentation. Merci, Madame Mavungu. Je cède maintenant la parole à Madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, responsable de la sécurité publique
et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, Madame la directrice générale, Madame la commissaire, invités, panélistes, Mesdames, Messieurs. Très heureuse d'être avec vous ce midi pour, bien sûr, ce lancement officiel de la plateforme web. Donc, tout d'abord, bien sûr, mes remerciements au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence pour cette invitation, mais aussi pour cet événement et tout le travail aussi qui a été mené, comme on l'entendait déjà depuis plus de 2 ans. Donc, c'est une toute nouvelle ressource qui est un portail web à la fois éducatif, participatif et interactif qui est entièrement consacré à la signification et à l'utilisation des signes, des symboles et des expressions à caractère haineux en contexte québécois. C'est un outil d'information et de sensibilisation, de pédagogie en ligne destiné à l'ensemble de la population qui, on l'espère, va contribuer à prévenir les actes motivés par la haine à l'échelle provinciale. Et bien sûr, je vous félicite pour tout ce travail qui a été accompli. Depuis de nombreuses années, la Ville de Montréal favorise le développement d'interventions locales et régionales qui répondent aux besoins des communautés touchées par l'insécurité, la violence et la criminalité. Pour la Ville, la prévention de la radicalisation et des actes à caractère haineux représentent des atouts majeurs pour prévenir des problèmes sociaux, mais aussi pour dynamiser la communauté et favoriser la cohabitation harmonieuse. C'est dans cette optique que Montréal a fondé le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence en 2015 en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du Québec et avec la mobilisation de partenaires des milieux communautaires et institutionnels. Le CPRMV est un pionnier en la matière au Canada et en Amérique du Nord et il faut le souligner. Plus que jamais, le Centre a une mission essentielle, celle de prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux par l'éducation, la mobilisation et l'accompagnement de la population dans une approche communautaire. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir accordé un soutien financier de 1,2 million de dollars au Centre afin qu'il puisse réaliser son plan d'action. En terminant, je tiens à réaffirmer que notre administration prend très au sérieux la lutte contre les incidents et les crimes haineux et nous nous y attaquons par tous les moyens à notre disposition. Nous avons au service de police de la Ville de Montréal un module incidents et crimes haineux qui permet non seulement d'enquêter sur les discours haineux et d'agir sur la personne qui le diffuse, mais d'intervenir également en prévention et de concert avec les partenaires auprès de sa famille, de son entourage et de la population visée dont le sentiment de sécurité est affecté. Le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Mme Boshra Manaï, travaille également avec le service de police de la Ville de Montréal afin que les procédures de ce module soient plus claires pour les citoyennes et citoyens. À cet effet, le Bureau étudie actuellement comment on peut optimiser la diffusion d'un document multilingue spécifiant ce qu'est un acte haineux et un incident haineux. J'invite l'ensemble de la population à prendre au sérieux tout incident ou acte haineux. Il est toujours très important de les signaler aux autorités policières car ce type d'acte est bien sûr inacceptable et nous allons poursuivre de lutter contre ces discriminations. Merci encore au CPRMV pour tout votre travail sur un dossier aussi important. C'est ensemble que nous nous assurerons que toutes et tous demeurent en sécurité dans la métropole. Merci à vous et bon midi à tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mme Bourgeois, pour cette allocution. Écoutons maintenant Mme Boshra Manaï, commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie également pour cette invitation. Je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, j'ai envie de dire que ça tombe un peu à point. J'ai préparé quelques éléments pour ne pas trop dépasser le temps et je m'excuse d'avance s'il y a des redondances avec Madame Bourgeois que je salue également. Donc, comme vous le savez toutes et tous, les enjeux de haine
qu'ils se traduisent et qu'ils s'ancrent en fait à travers des incidents ou des crimes haineux, préoccupent beaucoup les citoyens et les citoyennes autant que les services publics. Le Bureau de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, qui a pour mandat de coordonner l'ensemble des recommandations de l'OCPM qui sont nées d'une mobilisation citoyenne émanant de milliers de Montréalais. Dans l'ensemble de ces recommandations-là, nous devons traiter de plusieurs sujets, vous le savez, mais il y a sur les enjeux de sécurité publique et sur les enjeux de collaboration avec les diverses entités de la ville et donc les diverses unités d'affaires de la ville, il y a une des recommandations particulièrement qui souhaite en fait répondre à cet enjeu d'incidents et de crimes haineux. Et donc, à titre d'exemple, je parle de la recommandation 24 qui, dans le fond, doit répondre à la préoccupation autant des Montréalais et des Montréalaises que des services publics. Et quand je parle de services publics, je parle de la ville de Montréal, incluant le service de police de la ville de Montréal. Et donc, sachez que je travaillerai dans cette recommandation-là sur les mécanismes et la communication autour des procédures pour traiter en fait les incidents et les crimes haineux, sur une collaboration avec le SPVM sur la compilation des données et notamment sur peut-être une perspective cartographique de où est-ce que ça se passe quand on parle de crimes et d'incidents haineux. Et vous le savez, en ce moment, ces enjeux doivent être travaillés de façon transversale. C'est certain que l'échelle municipale peut communiquer, peut informer les citoyens, peut montrer et illustrer la meilleure façon avec laquelle on rapporte ces éléments-là. Mais il y a aussi un enjeu qui doit être porté par les citoyens eux-mêmes et qui, avec les organisations communautaires et les organismes qui peuvent accompagner les citoyens à porter plainte, il y a tout un enjeu auquel nous devons nous atteler et qui me semble primordial. Vous le savez, la CDPDJ a déjà diffusé une étude qui porte sur les crimes haineux au Québec et qui est une étude plutôt inquiétante et qui montre comment la question de la haine vient toucher et a des effets directs sur la santé mentale, sur la santé physique des citoyens, mais également sur leur attachement et sur la façon avec laquelle ils ancrent leur citoyenneté. Donc, nous devons travailler cela évidemment avec les services publics, mais aussi avec des acteurs comme le centre. Et c'est là où je pense que la question de l'éducation, de l'information, de la diffusion me semble primordiale parce que les populations, qu'elles soient issues de communautés asiatiques, par exemple, de communautés minoritaires religieuses, etc., doivent être informées et doivent être mieux informées, parfois même dans des langues qui leur sont proches, pour nous assurer que notre service public est bien compris et que le travail que nous devons faire sur ces questions-là doit être le plus précis possible. À titre de commissaire, j'aurais envie de dire pour le bureau qu'il est essentiel de s'attarder sur ces enjeux-là. Et je ne vais pas revenir sur le travail du module incidents et crimineux, donc le MICH du SPVM, parce que Caroline en a déjà évoqué un mot. Mais je pense qu'il est essentiel d'envoyer un message comme quoi à Montréal, nous sommes novateurs parce que nous traitons aussi de la question des incidents pour éviter qu'ils se transforment en crimes. Et donc, pour finalement dire que nous devons nous atteler à ces questions-là parce qu'elles sont des atteintes directes aux droits des citoyens et des citoyennes. Donc, sachez que le centre, autant que toutes les entités, trouveront dans le bureau un allié et ils me trouveront comme commissaire allié de toutes ces questions parce que je pense que nos citoyens méritent qu'on s'y attelle. Merci beaucoup, Mme Manaille, pour ces mots. Pour la prochaine partie de la présentation, nous vous présenterons ce petit guide illustré de la haine au Québec qui est, comme il a été nommé précédemment, le fruit du travail du CPRMV, mais aussi de plusieurs partenaires depuis 2018. Donc, tout d'abord, c'est à partir vraiment de la mission de prévention du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence qu'est né ce projet dans l'idée justement de prévenir et d'éduquer en lien avec la radicalisation menant à la violence, mais aussi tous les comportements à caractère haineux, ce qui ont été évoqués justement par Mme Manaille. L'éducation, la mobilisation, l'accompagnement sont vraiment les trois pierres d'assises de l'action du CPRMV. C'est par l'éducation effectivement, que le petit guide illustré souhaite ajouter dans la lutte aux crimes et aux incidents haineux. Donc,
vraiment sur tout le volet des actes à caractère haineux. Donc, si nous avançons vers la genèse du projet, donc pourquoi créer un petit guide illustré? Quelques éléments ont été apportés d'entrée de jeu dans les introductions, mais ramenons-nous vers 2017-2018 où on avait, somme toute, une extrême droite assez visible au Québec qui se démultipliait et qui, nous le savons, bon, tous les groupes extrémistes sont particulièrement friands de symbologie, de signes, de symboles et d'expressions pour véhiculer la haine de façon cachée ou de façon justement qui passerait davantage dans l'espace public. Mais ce que l'on en sait, c'est que l'extrême droite en est particulièrement proche. Donc, l'idée était vraiment de pouvoir donner des outils, un outil aux intervenants de première ligne, mais aussi aux citoyens et citoyennes pour comprendre les différents symboles et signes qui étaient mobilisés, par exemple, dans les manifestations, en ligne, dans les espaces publics, par des graffitis, etc. Au départ, il y avait l'idée de faire un rapport, un document, mais le caractère vraiment évolutif et mouvant de cette iconographie nous a poussé à imaginer davantage une plateforme que l'on pourrait mettre à jour, non seulement à partir du centre, mais aussi convier tous les acteurs de première ligne, les parties prenantes, à venir contribuer à ce projet qui allait devenir vraiment un projet commun. Donc, si on avance vers ce projet de reconnaissance, donc l'idée était vraiment de pouvoir reconnaître certains symboles lorsqu'on les voit apparaître dans des milieux parfois surprenants en ligne et hors ligne. Donc, par exemple, ici, Rahowa, qui peut ne pas dire grand-chose à quelqu'un qui ne connaît pas cette signification, mais qui est particulièrement haineux, en ce sens où Rahowa, ça fait référence à Racial Holy War, un concept mobilisé dans l'extrême droite. On voulait aussi donner des outils aux utilisateurs de la plateforme pour comprendre ce qui était un signe ou un symbole haineux ou associé avec l'extrême droite en lien avec le contexte. Donc, le fameux 420, le 420, fait référence dans certains contextes à la consommation de drogue à 4h20 le 20 avril. Par contre, dans certains milieux plutôt associés à la droite, mais c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Donc, même symbole, par contre, le contexte nous permet de distinguer à quoi on fait référence. Finalement, de façon plus large, l'idée, c'était aussi d'aider les intervenants de première ligne à comprendre en quoi ces symboles-là sont véhicules de haine. Donc, dernier exemple que l'on a ici, les échos, donc 3 parenthèses, qui sont utilisés à l'écrit pour entourer, encercler les noms de personnes, de groupes de personnes ou d'institutions que l'on va vouloir stigmatiser, en fait, nommer comme étant juives, mais de façon péjorative. Donc, on utiliserait le nom d'une personne en l'entourant de 3 parenthèses pour la pointer du doigt de façon péjorative, puisqu'elle est juive ou pensée comme étant juive. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner certains outils pour comprendre ce que l'on trouve dans notre environnement, à la fois réel et virtuel. Mais ce travail-là, le Centre ne l'a pas fait seul. Nous avançons vers nos partenaires qui ont été consultés tout au long de ce processus. Donc, des partenaires à la fois du milieu institutionnel, par exemple, comme la CDPDJ qui a été nommée tout d'abord, des partenaires qui viennent aussi du milieu communautaire. Je pense particulièrement, par exemple, il y a quelqu'un de l'autre bord du mur, l'Association des travailleurs de rue, Trip Jeunesse, des partenaires des secteurs policiers que nous voyons ici entourés avec la structure de gestion policière contre le terrorisme, et finalement, des organismes qui ont des initiatives plutôt similaires à celles que l'on voulait lancer. Et nous allons entendre justement nos collègues, M. Pitkavich et Mme Barr, parler tout à l'heure, donc, de la ville d'Edmonton et de EDF. Nous avons aussi, pour rendre vraiment cette plateforme la plus juste et pertinente possible, consulté des partenaires du milieu de la recherche qui apparaissent à la diapositive suivante en ordre alphabétique. Bien que le centre a une équipe de recherche à l'interne, on avait vraiment un souci d'aller valider l'outil auprès de sommités en la matière, tant du côté de la recherche qui peut se faire au Québec et à l'international sur l'extrême droite, mais aussi sur toutes les questions de la haine de façon générale. Et je vous dirais, ces consultations ont été très riches parce qu'elles nous ont permis de raffiner le projet et, si nous avançons à la diapositive suivante, de voir que nous avons décidé de parler plutôt d'un petit guide illustré de la haine au Québec et non pas seulement de parler de la haine qui était véhiculée dans l'extrême droite, ce qui avait été imaginé au départ. Donc, ce petit guide illustré de la haine, il se veut un outil pédagogique. Donc, c'est un outil vraiment qui veut donner de l'information neutre,
Si nous avançons à la diapositive suivante, de l'information neutre et objective aux intervenants de tout milieu pour être en mesure de comprendre les signes, les symboles et les expressions haineuses qu'on le retrouve au Québec. Donc, il y a vraiment un travail aussi qui a été fait de comprendre le terreau québécois et de venir ajouter seulement l'information qui faisait sens pour notre province. C'est un outil d'information, de sensibilisation puis de pédagogie, effectivement, qui se veut interactif et participatif. Donc, le Centre le lance aujourd'hui, après 2 ans de travail. Maintenant, le souhait, c'est que ça devienne quelque chose qui est commun. Donc, que tout le monde puisse aller faire des suggestions sur la plateforme, faire des suggestions d'ajout de signes, de symboles d'expression qu'ils auront vu émerger dans leur environnement, sur lequel ils se questionnent et qu'ils considèrent comme étant véhicules de haine. Donc, bien entendu, le centre fait une analyse et ensuite pourra ajouter ou non ces entrées qui viendront se rejoindre aux 90 entrées que l'on a déjà présentes dans la plateforme dans 6 catégories que je vais vous présenter tout de suite après. Et on a bien entendu aussi une liste d'entrées que l'on surveille. On valide justement qu'on n'ira pas promouvoir ou donner une visibilité à des signes, des symboles qui ne resteront pas dans le temps ou qui, au contraire, ne sont pas assez connus au Québec pour avoir une vitrine sur cet outil qui se veut vraiment un outil d'éducation populaire. Donc, à venir, suite à ce lancement, bien, la création d'un comité consultatif avec nos partenaires qui pourra nous permettre, en fait, d'analyser l'évolution et de faire vivre cette plateforme en la nourrissant à travers le temps. Et au cours des prochaines années, le souhait est qu'on puisse créer des accès privés pour différents intervenants pour venir y déposer de l'information supplémentaire, plus précise, qu'on n'aurait pas nécessairement envie de mettre dans un accès public. Donc, d'aller outiller encore davantage certains secteurs que sont, par exemple, les services policiers, les milieux correctionnels ou les organismes communautaires, pour ne nommer que ces exemples. Donc, je me permets de vous montrer la plateforme en temps réel qui a été lancée ce matin. Je vous partage mon écran. Et je vous invite à partir aussi d'aujourd'hui d'aller visiter en fait ce site qui est interactif, qui est disponible à la fois en français et en anglais. Donc déjà, lorsqu'on arrive sur la plateforme, on nous indique qu'effectivement, ce sont des contenus qui, en raison de leur caractère raciste, haineux ou xénophobe, peuvent choquer. Donc, on a une petite notice et on peut accéder dans la langue de notre choix pour accéder à la plateforme du petit guide illustré. Je vous montre un peu les sections pour ensuite vous montrer où la magie se passe, c'est-à-dire dans la barre de recherche. Donc, tout d'abord, à notre gauche, un peu de contexte sur cet outil, donc la mission, l'objectif, comment le guide fonctionne, un peu ce que je vous ai évoqué de vive voix et de l'information sur le CPRMV, bien entendu. On dresse aussi un portrait de la haine au Québec en venant donner de l'information sur ce qui est considéré comme un symbole haineux en contexte québécois. Nous avons fait le choix de choisir la définition du Code criminel canadien. Mme Mavungu nous a énuméré dans son discours d'ouverture ce qui est considéré comme un groupe identifiable par le Code criminel, qui va venir nous montrer effectivement ce qui serait considéré comme un signe, un symbole ou une expression haineuse selon le petit guide illustré. De l'information sur le cadre légal et aussi de l'information sur des symboles qui ne seraient pas considérés comme des symboles haineux. Dans les catégories, je vous mentionnais tout à l'heure, 6 catégories qui vont nous permettre de venir placer, selon des grands groupes, les différents éléments qui véhiculent la haine. Donc, des codes numériques. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du 420. Il y en a plusieurs autres, le 14, certaines dates. Je vous invite à aller en faire la lecture sur le site. Certaines expressions, par exemple, des expressions en allemand, certains groupes, des expressions anglophones. Des références culturelles, donc des livres. On pense à Mein Kampf, par exemple. On pense à Turner Diaries, certains groupes de musique, certains concepts qui vont faire à l'apparition dans des films. Des symboles visuels, la plus grande catégorie, donc des logos, des croix de diverses sortes et des drapeaux aussi. Certaines théories et concepts. Certains ont peut-être entendu déjà parler de complot juif, de génocide blanc, de grands remplacements, donc des idées qui se veulent des théories, mais qui sont bien entendu véhicules de haine, des théories non fondées, bien évidemment, qui véhiculent des idées fausses qui permettent l'émergence de la haine. Des univers virtuels aussi, tout ce qui se retrouve en ligne, ceux qui sont familiers avec les mimes,
avec les emojis, ça va se retrouver dans cette catégorie. Le glossaire va nous permettre d'aller chercher à travers toutes les entrées, mais aussi certains mots-clés. Je vous donne un exemple. On a vu tout à l'heure un emoji, donc une petite image de lait. En quoi cela est véhicule de haine? Je me pose la question. Donc, je vais aller voir ici, chercher le mot-clic lait. Et là, j'aurai l'entrée ici. Et chaque entrée a un visuel, dans quelle catégorie il appartient, ainsi qu'une description qui essentiellement reprend toujours un peu, bon, ce que c'est, ce que nous voyons. Donc, c'est bon, effectivement, un emoji, d'où cela provient, ce que ça veut dire, donc en quoi c'est véhicule de haine, et si, dans quel contexte cela doit être utilisé pour être effectivement véhicule de haine. Vous comme moi, on pourrait utiliser l'emoji de lait sans avoir aucune idée haineuse en tête. Par contre, dans certains contextes en lien avec l'alt-right, mais c'est utilisé pour faire véhiculer des idées haineuses. Je vous donne un autre exemple. Il serait possible que j'ai vu un logo ou un drapeau dont le nom m'est étranger. Donc, j'essaierai de chercher avec ce que nous, on appelle des mots-clics invisibles. Donc, par exemple, j'aurais vu un drapeau sur lequel il y aurait du blanc, par exemple. Et là, à ce moment-ci, ça me donnerait toutes les entrées qui ont le mot-clé blanc. Donc, certains vont être, par exemple, des codes numériques, des drapeaux, des idées, des concepts, des symboles visuels qui me permettraient de venir voir, mais essayer de trouver effectivement ce que je peux trouver ce logo ou cette image ou cette expression. Encore une fois, bon, 14 mots qui font référence aux 14 mots de David Lane. Et en bas, on aurait, bon, des exemples. Parfois, il y en a quelques-uns pour nous permettre de bien comprendre le contexte. Et finalement, on aurait des mots-clés qui nous permettent d'unir des idées pour voir quel serait l'ensemble des idées que l'on pourrait retrouver dans la plateforme en lien, par exemple, avec une mouvance néo-nazie. Donc là, je pourrais cliquer sur néo-nazisme et on me permettrait d'accéder à tous les résultats en lien avec cette idéologie. Donc, pour l'instant, hop, et je reviens à l'espace principal. Donc, pour l'instant, on a environ 90 entrées. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est bien peu. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui est collaboratif. Donc, je vous invite à aller faire des ajouts sur la plateforme via l'onglet « Participation », dans lequel, effectivement, il est possible de rajouter des suggestions à la plateforme. Donc, voilà. Maintenant, je donnerai la parole à nos trois panélistes d'aujourd'hui, Monsieur Dr. Mark Pitkavage, Madame Nadira Barr et ainsi que Mylène Saint-Onge, qui vont nous partager des initiatives ou du moins leur regard sur ce type d'outils que le CPRMV lance aujourd'hui. Donc, Dr. Pitkavage et Madame Nadira Barr ont chacun de leur côté des initiatives similaires qui ont été lancées pour la part de M. Pitkavage il y a près de 20 ans que le Anti-Defamation League possède la plateforme dont il va nous parler. Du côté du Resiliency Project, on est en développement d'une autre plateforme avec des visées similaires, mais tout à fait différentes, vous verrez. Et finalement, nous entendrons ensuite Madame Saint-Onge qui, travailleuse de rue, nous parlera en fait de la réalité du terrain des intervenants face à l'importance de comprendre justement ces signes, symboles et expressions que l'on peut retrouver dans le travail quotidien d'un intervenant. Donc, commençons avec Dr. Mark Pitkavage, qui est chercheur principal pour l'organisme Anti-Defamation League, Center on Extremism à New York. Le Dr. Mark Pitkavage est l'un des principaux experts sur le terrorisme intérieur et l'extrémisme de droite aux États-Unis. Il est l'auteur de nombreux rapports et études sur ces sujets et a formé plus de 18 000 policiers et fonctionnaires. Depuis 2000, le Dr. Pitkavage est employé par l'Anti-Defamation League, où il est actuellement chercheur principal au Center on Extremism d'ADL. Dans le passé, il a occupé le poste de directeur du Center on Extremism et avant de rejoindre ADL, il était le directeur de la recherche et formateur principal au sein du programme de formation antiterroriste du ministère de la Justice pour les États et les collectivités locales. Dr. Pitkavage, la parole est à vous. Thank you so much, and thank you to everybody. I'm very pleased to be
just able to take part in the introduction of the Petite Guide. I apologize for having to speak in my native tongue. Hopefully that won't be too much of a problem. But what I would like to do is to speak for a couple minutes on ADL's Hate on Display, Hate Symbols Guide, to sort of explain what our original strategy was, what we've learned over the years, and the ways that it has benefited us, in a similar way that your guide will benefit everybody who uses it. And then I will, once I do that, I will very briefly show you what our website looks like so you can compare it to the Quebec website, which is very beautifully designed, I have to say. I believe the more specialized websites we have like this, providing more information and more guidance about these sorts of hate symbols and hate slogans, the better we are all off. In the United States, very soon, an organization, GLAAD, which advocates for gays, lesbians, and so forth, will be debuting a similar site to yours and ours with that specific focus in mind. And that will be another addition to this good collection. Our Hate on Display website is one of the oldest sites on the internet. It debuted in late 2000, and that was when the internet was still powered by squirrels. And it quickly, even though it was crude for the time, it quickly became one of the most popular parts of our website. And for the past 20 years, it has remained one of the most popular parts of our website. I did not take part in the original creation. I joined ADL just a couple weeks before it was released. But I very quickly, just shortly after its release, I took over management of our Hate on Display website and have been the custodian of that website for the past 20 years, for good or ill. And because of that experience, I've had a chance to learn a lot of things about hate symbols and how to display hate symbols and how to talk about hate symbols. I will point out a couple things about our website. First of all, even though it is a large website now with over 200 hate symbols on it, and we do regularly add to it, it is not comprehensive in any way. First, we do limit it to hate symbols, not to all extremist symbols. So, in the United States, we have a wonderful abundance of different types of extremists. But for the purposes of our website, we just look at white supremacists and other hate symbols. And we also limited it to symbols that can be found or that we find used in the United States. So although there are symbols of Polish origin and Hungarian origin and many other places of origin, we only include a symbol if we can find enough use of it in the United States. And so there are a number of hate symbols or logos associated, for example, with various European fringe right-wing parties or organizations that we do not include in our Hate on Display database. And one of the main reasons for this is that it is so difficult to do research and to verify and confirm facts about extremist groups and symbols in dozens of languages other than your own. And so we decided to limit it to what we could more authoritatively research and speak about. We learned over the years some things not to do. So for example, we learned not to put symbols up too early. People create symbols or slogans all the time, but a lot of times they disappear very quickly and no one ever hears from them again, thank goodness. But we discovered if we put something up on our website, we may inadvertently give it life where it otherwise might have died away. And that's the last thing we want to do. The last thing we want to do is to prolong the lifespan of some of these symbols. So we
we monitor certain symbols. We have sort of a watch list for certain symbols and phrases and so forth. And at some point we decide, yes, we probably better put this in. And at other points, we just keep it on the list, the watch list. We similarly have been reminded over and over again, sometimes the hard way, that few symbols are totally unique with one meaning or one context, and that many hate symbols out there are also used in the real world by other people in contexts that are not hateful. Of course, the swastika itself, the emblem of the Nazi flag, is one of the best examples of this, because although in Western society it is one of the most obvious and recognizable symbols of hate, in many Asian countries, it is a symbol of good fortune and good luck, and is widely used in design in those areas. And so, including among immigrant populations in North America as well. And so we always have to be careful in our hate on display database to make sure people understand the exceptions or the caveats, or that this symbol should never assume to be hateful, only if it is used in the context of other hate symbols or some other form of hateful context, right? So the last thing we want is for someone who is not using a symbol in a hateful way to be mistakenly assumed to be using a symbol in a hateful way. We don't want to hurt anybody that way. Over the years, we have learned the audiences for our database and other databases and guides like ours. Obviously, the general public uses it a lot, but other audiences too, including law enforcement, who sometimes use our database to look at tattoos or graffiti or look for evidence to help prove a hate crime. Similarly, the government agencies, teachers and educators, journalists, and many others. It actually comes in very, very handy. And we think resources like Our Hate on Display and the Quebec Guide that you are debuting can be really valuable as long as they are accurate and as long as they are nuanced and make sure to provide people with the appropriate contexts. And so it's really exciting for us to see the debut of this guide, which we've been eagerly awaiting for some time. So I'm going to briefly share my screen to show you our old antiquated guide, which will get a facelift in the near future. Hopefully the screen sharing works. This is the front page for our Hate on Display database. You can see we currently have around 214 entries, although we actually discuss other symbols in some of our entries. So the total number of symbols we discuss is higher. And we divided them somewhat arbitrarily into several different categories: general hate symbols, acronyms and abbreviations, just as your guide does too. Slogans or slang terms, Ku Klux Klan symbols, that's our own wonderful thing. And of course, we also have a lot of white supremacist prison gangs in the United States. So we have a category for those. And you can filter with this set of results. You can filter by one or more of these categories. So if you only want to see general hate symbols, it will just display those. But if you also want to see neo-Nazi symbols in there, it'll throw those in there as well. And we've set it up so that you can see all the symbols. You can browse through all the symbols in several different ways. What you're currently looking at is sort of the default view, which will have one image, one title, and a very brief description for each symbol. And it's arranged alphabetically. But you can also just go through and view all the symbols themselves. So if you don't know what a symbol is called, but you know what it looks like, you can see if it matches anything we have here. And then similarly, we have them all by name as well.
So including some alternative names. So some symbols are known by more than one name. So we may have an alternative name below the original name. And with any of these symbols, I think I'll just share that. With any of these symbols, you can click on any of those and it'll bring you to the full entry for a particular symbol. And so this is the symbol of a New Hampshire-based white supremacist prison gang, the Brothers of White Warriors. They'll have an example symbol of their tattoo, which is also of their logo tattoo. A brief description, or sometimes lengthy description, depending upon how complicated the issue is. And then up to 6 additional images. And then we sometimes have more images just to entice you from the section that this appears in. We keep our images small so that extremists don't use them. Another way to do this is to have them larger but have a watermark over them. But we try to make it difficult for extremists to exploit the site. Here's another entry for 6 Gorillion, which is an anti-Semitic reference to the Holocaust. And you see this has a little bit longer explanation, and 6 more examples here. Whenever possible, we made the decision whenever possible to try and find real world examples of all the symbols used. So graffiti, jewelry, clothing, signs, tattoos. But for some things that are memes, you have to use memes for examples. And some of the symbols are very well known, some are very obscure. For example, this Ku Klux Klan symbol, this is an example of something that people don't know that something is a hate symbol until they see it. And so this symbol right here is actually 3 Ks intertwined with each other. And the average person who sees this would never know this is a Ku Klux Klan symbol. So if you have it on a hat, you can wear a hat and nobody knows that's a Ku Klux Klan hat, except someone else who is familiar with the Ku Klux Klan. And they have another variation, Ks go outward instead of inward, which is inherently less attractive. But we don't typically critique them. So that's just a hint of what our database looks like. You can see that a lot of things we do are things that you in your database in terms of presentation, because there are only so many ways you can display symbols. And we're really pleased just to be there alongside yours as well. And that is it for me. Merci beaucoup, Dr. Petkavage, pour la présentation, mais aussi pour avoir pris le temps tout au long de la consultation de réfléchir avec nous le petit guide à des moments très clés. Nous entendrons maintenant Nadira Barr, travailleuse communautaire dans le cadre du Resiliency Project à la ville d'Edmonton. Nadira est membre du projet Résilience, un projet financé par Sécurité publique Canada pour travailler avec le public afin de prévenir et contrer la haine et l'extrémisme par l'éducation, la recherche et la sensibilisation. Le projet Résilience est une collaboration entre la ville d'Edmonton, le service de police d'Edmonton et l'Organisation pour la prévention de la violence. Nadira a travaillé avec un large éventail d'intervenants pour documenter les préoccupations liées à la violence, à l'extrémisme, au crime et haineux et au racisme et a dirigé une stratégie d'engagement communautaire sur l'identification et la résolution de ces problèmes. Elle a une grande expérience dans la compréhension et du codage des groupes et symboles haineux liés au Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat SR avec mention de la Munk School of Global Affairs de l'Université de Toronto, avec une spécialisation en études de la paix, les conflits et la justice, et une mineure en sciences politiques. Donc, Madame Barr, la parole est à vous. Hello, everyone. Bonjour. Just being cognizant of time, I quickly want to thank the Center very much for welcoming us and letting us be part of today's presentation. So I want to quickly share our presentation on Symbol Smart and introduce really, I think, where technology begins to intersect with the idea of, sorry, give me one second.
where technology and the ideas presented here today really can come together and provide more information for the general public and bring more information on how obscure these symbols are, and really use technology to amplify our ability to identify and better protect our communities and ourselves and bring more awareness and education. So the Resiliency Project is a collaboration between the City of Edmonton, Edmonton Police Service, and the Organization for the Prevention of Violence. We are funded through Public Safety Canada's Community Resiliency Fund. And really, as Roxanne mentioned, the aim of our project is really to bring together education, awareness, and research to better bring more education to different parts of Alberta generally, and Edmonton more specifically. So to jump into SymbolSmart and the aim of SymbolSmart, SymbolSmart is really a hybrid project of bringing together research, really utilizing some of the work of the ADL and some of Mark's work, bringing together technology, open source technology from MIT. And then I think the benefit of SymbolSmart is really we saw from our public engagement and meeting with different stakeholders across Edmonton and across Alberta more generally, was that there was a real discrepancy between people who understood hate crimes and hate symbols and people who were affected by hate crimes and hate symbols. And the idea was to really bring these three things together, and that formed the creation of SymbolSmart. So SymbolSmart uses artificial intelligence and image recognition software to be able to detect images related to hate. So the idea really is if you see in law enforcement, let's say a tattoo, but in general conversation and in general life, if you were to see a graffiti, SymbolSmart would be able to allow you to take a photo of it, and if the symbol is recognized and trained by our algorithm, then it'll be able to detect if it is hate related. So I'm going to run us through just a few quick scenarios to get people interested on and to get people understanding on how image recognition and hate symbol recognition really go hand in hand, and how our project is really trying to amplify some of the work of the ADL, but also the center. So image recognition software is something that is open source in many different parts of the world, and we use an MIT software that allows us to really be able to distinguish the difference between what is a hate symbol and what is not a hate symbol. Most importantly, and speaking to what Mark was talking about, of the swastika being used in different communities and in different parts of the world, we've been able to train our algorithm to be even to detect the swastika always orientates itself in a specific way, so that if different communities orient it different, then our image recognition software will be able to pick up the differences and show a relative strong correlation that it is not being used in a hateful or in a hate context. So how this works would be, let's say if you were to come across a symbol like this and you are unaware of what it means, you'd be able to take the SymbolSmart app, and you can either do two things. You can either upload an image, meaning using your phone. So right now, SymbolSmart is connected to all smartphone devices, whether tablets and or smartphones. So either if the photo is within your gallery, meaning you took it a few days ago, or you can take it right then and there. So let's say you came across the graffiti that we showed earlier and you want to take a photo of it. You would just click photo. You take a photo of it and you zoom into the specific symbol that you're a little confused about and you just want to get more information on. So once you upload it onto our algorithm using SymbolSmart, and just meaning once you click submit, it will run through our algorithm and it will give you sort of two distinct things. So it will give you a confidence rating, meaning that our algorithm is 90. So this is the real example that we ran through our algorithm. So the algorithm will tell you that this has a 94% chance of being a wolf angel symbol. Then what we do is we crafted definitions in relation to all of the symbols. And what's also important to note, it's also building off of what Mark said, was the idea that we chose symbols that have appeared in Canadian context in multiple occasions and across multiple provinces. So because there's an abundance of different types of hateful symbols across the world, we really just tried to focus in on what exists in Canada and what has most specifically been used in Canada in different
across different jurisdictions and across different provinces. So I think the real specialty of SymbolSmart is giving that confidence rating of saying, according to our algorithm, we are 94% sure, but that in no way distinguishes the fact that if there's a symbol that hasn't been trained through our algorithm, that it is not hate-related symbol. So we always say that it is most likely, but we do not give any certainty that symbols are or are not hateful in nature. So giving just a quick overview of other features of the app is we have a gallery, meaning that you can, similar to the ADL and similar to the center's guide, you can really just scroll through and gain more education on the different types of symbols that exist. And so these are examples of some symbols that we have that were the Black Sun, for example, seen on the Christchurch Manifesto. We have Combat 18 that when we were creating this SymbolSmart was considered a hate group, but in 2019 was then distinguished later on by the Canadian government as one of the first right-wing terrorist organizations. Again, we have building off of Mark's presentation, we also have really, I think, symbols that might be more nuanced in nature. And again, really the idea is that SymbolSmart is able to get this information, give a confidence rating, and then provide a small amount of definition on the context in which it could be used at or the context in which it could manifest. So another real world example, and again, we built this, I'd say we built this presentation and we also built the app in 2018. And this symbol in 2018 was considered a hate group. And so the idea is, again, you can just take a photo of the symbol in the middle. And what it will tell you is that this symbol is listed as the Ottawaffen division, which when we were creating this app, so meaning that, hate, the idea between the nexus between hate and terrorism is quite close, is that this was once considered a hate group, but in 2021, just this February, Ottawaffen division under Canadian legislation was then listed as a new round of terrorist groups that were listed under Public Safety Canada. So again, our app has the ability to grow and change and make adaptations depending on the ways in which the world continues to change. So currently we have 95 symbols that SymbolSmart has the ability to recognize through our image recognition software. And the idea is because our software is open source, we have the ability as new symbols emerge, we have the ability to continue to grow the algorithm. Lastly is because our project is owned and funded by Public Safety Canada, once our project comes to an end in December of 2023, this software is going to go to Public Safety Canada, meaning that other jurisdictions have the ability to take the symbols that they have and use this open source technology and be able to create apps similar to this. So currently right now, our algorithm and our app is only being used by our law enforcement, and we're currently in the testing phase of seeing how the efficacy rate in real world situations. So we're just waiting to see how our law enforcement partners bring back more information and data on the sort of how the app works in real day-to-day situations. But it really does have, because of the platform that we build it on, it has worldwide scalability and the ability to customize it to specific regions. So with that, just being cognizant of time, I'm going to wrap up my segment. If anyone has any additional questions, please let me know. My email is there, and that's about it for me. Thank you so much, Roxanne. Thank you so much, Nadir. It's really an interesting tool, and looking forward to knowing more about this initiative. Our last panelist this morning, Mylène Saint-Onge. So we're going to be, et je réalise que j'ai changé vers l'anglais sans faire exprès. Je retourne vers le français. Désolée pour la traduction. Nadira m'a captivée. Donc, dernière panéliste ce matin, on se retourne maintenant vers Mylène Saint-Onge, travailleuse de rue à Trip-Jeunesse-Beauport et membre du régional Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches à l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec. Donc, Mylène nous apportera vraiment le regard du terrain, des intervenants communautaires. Elle est diplômée en éducation spécialisée et œuvre depuis plus de 10 ans auprès du milieu communautaire. Elle exerce elle-même le métier de travailleuse de rue depuis maintenant 5 ans et est actuellement employée de l'organisme Trip-Jeunesse-Beauport. De plus, Mylène fait partie du conseil d'administration de l'Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec, la TRUC, et représente aujourd'hui le régional à TRUC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, Madame Saint-Onge, la parole est à vous.
Merci, Roxane, pour cette belle introduction. Moi, je suis une fille de terrain. Là, je m'excuse d'avance pour mes piètres talents d'oratrice, mais je vais faire de mon mieux. Merci pour l'intro. J'aurais juste une petite chose à rajouter. Dans le fond, cette semaine, en fait, on assiste à la première semaine officielle du travail de rue. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre page Facebook qui est ATTRUQ, A-T-T-R-U-E-Q. Tout au long de la semaine, il y a des petits partages qui vont avoir lieu pour faire valoir cette première semaine-là. On est bien fiers d'avoir mis ça en place. Sinon, je ne peux pas commencer ma présentation sans faire une petite introduction de c'est quoi le travail de rue. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures de c'est quoi le travail de rue, mais on n'a pas des heures. Fait que je vais essayer de faire ça short and sweet. C'est quoi le travail de rue? Le travail de rue, c'est un intervenant de proximité dont le bureau est la rue. Là, je dis la rue, mais ça peut être en fait toutes sortes de milieux, que ce soit public ou privé. Ça peut être, par exemple, les organismes communautaires, les écoles, les maisons des jeunes, les parcs, les pistes cyclables, name it, là, partout où il y a du monde, nous, on peut être là. Puis notre but, c'est vraiment de faire partie intégrante de ces milieux-là, en respectant le rythme des gens pour nous intégrer dans ces milieux-là. Nous, on travaille dans un concept de volontariat et la confidentialité est super importante. On travaille en réduction des méfaits, donc réduire les conséquences liées à un comportement. On est dans une approche égalitaire, non autoritaire, puis on est dans un principe d'accueil inconditionnel de toute personne sans discrimination. Puis c'est grâce en fait aux gens qu'on accompagne qu'on est capable de comprendre toutes les dynamiques de milieu et les réalités sans nécessairement les juger puis avoir la prétention de tout connaître et tout comprendre. Fait que c'est quoi les défis en fait qu'on peut rencontrer comme intervenant de première ligne pour identifier les signes et symboles de la haine? Nous, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes. Fait qu'on sert beaucoup des gens du milieu pour nous apprendre les affaires. Fait qu'eux aussi font de l'éducation avec nous. On manque de connaissances sur le sujet, puis on a l'impression que ça bouge vite. Par exemple, il y a un symbole qui peut signifier quelque chose dans une ville, puis pas la même dans un autre. C'est dur à suivre, il faut avoir un intérêt, puis il faut avoir les bonnes connaissances, puis développer aussi le réflexe de repérer ces signes-là. Comme intervenant, il faut avoir l'œil ouvert sur les signes qui peuvent mener à la violence, parce que ces signes-là peuvent être des indications sur les dynamiques et les réalités des milieux qu'on fréquente. Les reconnaître, ça peut aussi aider à l'intégration et la compréhension de ces lieux-là. Puis les reconnaître, ça nous permet aussi une meilleure opportunité d'éducation populaire. C'est quoi la réalité, en fait, notre réalité sur le sujet? Comme intervenant de proximité, nous autres, on côtoie tout ça de personnes, étant donné qu'on travaille dans un principe d'accueil inconditionnel. Donc, peu importe la culture, l'âge, le sexe, le groupe d'appartenance, nous, on a dealé avec... excusez, je parle français, anglais, des fois mélangé. Désolée pour la traductrice. On a à dealer avec plusieurs philosophies, plusieurs types de préjugés qu'on est capable de faire avec. Nous, on encourage beaucoup la mixité, la tolérance et l'acceptation de tous. On a travaillé en prévention, en éducation pour, en fait, déconstruire des discours qui peuvent être liés à la haine et l'intolérance. Ça peut être aussi sur plein d'autres sujets. Mais pour que tout ça soit bien fait, mon langage familier, mon Dieu. Pour que ça soit bien fait, il faut approfondir ces sujets-là, puis avoir des références de sources actuelles et fiables. Nous, on a remarqué que beaucoup des préjugés proviennent de l'éducation parentale ou de l'influence des pères. La majeure partie du temps, on travaille avec des gens qui ne sont pas nécessairement cristallisés dans leur philosophie, dans leur intolérance ou leur mouvement de pensée. Puis nous autres, ça nous offre une belle latitude au niveau des échanges, des discussions qu'on peut avoir avec les gens. C'est sûr qu'en contrepartie, malheureusement, on remarque que dans la société actuelle, la méthode qui est souvent privilégiée pour régler des conflits, ça penche souvent vers la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Des fois, c'est comme un réflexe. C'est assez questionnable. C'est sûr que nous, quand on travaille avec des ados ou des jeunes adultes, il faut faire avec en fait, la recherche d'identité et la quête d'un sentiment d'appartenance. Parfois, ces jeunes-là, en fait, ils servent ces symboles-là pour répondre à une quête d'identité ou parce que certains signes qui peuvent être associés à la mode. Les ados aussi, ils cherchent à être cool, ils cherchent à se prouver à eux-mêmes puis à se prouver aux autres. Puis ils ne connaissent pas nécessairement ce à quoi réfèrent les signes qu'ils peuvent utiliser. Les ados, les jeunes adultes, même s'ils découlent des belles choses de ces générations-là, il faut être conscient qu'à l'adolescence, c'est là aussi qu'on voit l'apparition de plusieurs préjugés, des fausses croyances, l'intimidation, de la violence. Mais il y a aussi une réalité derrière les écrans sur lequel nous, on n'a pas nécessairement un contrôle. Puis, notre rôle de modèle
significatif et d'éducation populaire neutre est super important. La neutralité, nous, comme travailleurs de rue, on travaille à développer un lien de confiance avec les gens qu'on côtoie ou qu'on accompagne. Puis, on ne représente pas une autorité. Notre approche, nous, c'est fondée sur des principes d'égalité. C'est sûr que malgré, en fait, le fait d'avoir un lien significatif qu'on crée avec le milieu ou avec les gens, ça nous donne quand même, malheureusement et heureusement, un certain pouvoir d'influence. C'est donc vraiment important de rester neutre quand on parle de certains sujets, puis pour laisser place, en fait, à la réflexion, puis à laisser place à la personne de s'exprimer quand même. Il ne faut pas baser notre éducation populaire sur ses propres valeurs personnelles. Pardon, regardez, je parle vite. C'est certain que nous, oui, on est neutre, mais c'est sûr qu'on est neutre jusqu'à un certain point parce qu'on n'est pas tenu de tolérer l'intolérance non plus. Je donne un exemple. Nous, dans notre travail, on peut être amené à travailler autant avec des agresseurs que des victimes. Je donne l'exemple des agressions sexuelles. Quand on va travailler avec les agresseurs, il faut être en mesure aussi d'essayer de discuter avec eux, puis être en mesure aussi de comprendre les pulsions qui peuvent les mener vers l'acte qui est l'agression sexuelle. Par contre, nous, on ne pourra pas être en accord avec l'acte qui découle de ce comportement-là, qui est en soi l'agression. C'est la même chose au niveau de la haine. On peut comprendre que les gens peuvent adhérer à des idéaux, des philosophies qui est en soi haineuse. On est capable de dealer avec ça, on ne discriminera pas la personne pour autant, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas nécessairement être en accord non plus avec les gestes qui peuvent en découler, qui est en soi, par exemple, de la violence. Donc, en fait, comment un petit guide, comme le petit guide illustré, va pouvoir nous être utile? C'est sûr qu'en ayant des informations neutres, diversifiées, ça nous va nous donner l'opportunité de peut-être s'en servir comme un outil d'éducation populaire, puis de susciter la réflexion chez les gens avec qui nous en servirons. Donc, ça peut être un facilitateur là, ou un prétexte aussi pour aborder certains sujets. Puis une fois qu'on va avoir pris connaissance de l'outil, ça va nous permettre d'être à l'affût aussi de ces signes et symboles-là qui pourraient apparaître dans nos milieux. Ça va nous permettre de développer le réflexe d'analyser et d'en chercher le sens. L'outil, ça va nous permettre aussi une identification rapide de ces signes, justement que ça soit efficace. Oui. Le fait d'aller valider ou d'invalider les signes qu'on va pouvoir repérer, ça va nous permettre de ne pas rester dans le doute ou dans le questionnement ou d'interpréter ces signes-là. Parce que nos connaissances, nous autres, sont limitées. Je finis, en fait, c'est quoi les enjeux liés à ce genre d'outils-là? Tantôt, je parlais de la neutralité, c'est super important. Là, puis je pense que la neutralité, de toute façon, dans le travail d'intervenant, c'est pas mal l'enjeu principal. Ça se transfère dans n'importe quel sujet. Il faut être ouvert pour ne pas fermer la porte non plus aux gens qui vont venir vers nous. Il va falloir aussi savoir comment bien utiliser cet outil-là, à quel moment, avec qui, dans quel contexte. Parce que ça peut avoir aussi un enjeu sur le fait de mal évaluer puis avoir un impact sur le lien de confiance qu'on a avec la personne puis qu'elle se sente jugée là-dedans. Ou à l'inverse, ça peut aussi donner des idées, des opportunités d'influencer les gens à se trouver un groupe d'appartenance. Au niveau de l'outil en soi, pour nous, les travailleurs de rue, c'est sûr que ça serait très important qu'on ait une personne référente au centre pour pouvoir avoir accès. Nous autres, on aime ça avoir des fast tracks. En fait, pour répondre à nos questions ou quand il va apparaître des nouveaux signes, d'avoir le réflexe de peut-être les analyser ensemble, puis sinon de pouvoir nous diriger à quoi réfère peut-être l'autre signe, qui n'est peut-être pas nécessairement un symbole de haine, mais c'est quand même important de le savoir. Puis comme je disais tantôt, comme c'est une réalité qui bouge vite, c'est sûr que pour nous, ça va être important que l'outil soit à jour, mis à jour régulièrement, parce que comme je disais, il y a souvent des nouveaux signes qui apparaissent. Il va falloir aussi s'assurer que l'outil soit facile d'accès rapidement, parce que c'est sûr que pour nous, en tant que travailleurs de rue, il y a un enjeu aussi sur le fait que l'outil ne fonctionne pas nécessairement avec la reconnaissance cellulaire. Parfois, être sur le terrain, prendre une petite photo, c'est plus facilitant que, par exemple, d'aller fouiller directement dans l'outil. On sauve du temps. Puis, pour finir, c'est sûr que comme intervenant, comme n'importe quel autre outil qu'on a à nos dispositions, il va falloir développer le réflexe de l'utiliser. C'est pas mal tout pour moi. Merci pour cette tribune. Merci beaucoup, Mme Saint-Onge. C'était la troisième panéliste qui nous partageait effectivement la vision du terrain, voir un peu cet outil-là, ces outils, en quoi ils sont utiles sur les intervenants, pour les intervenants des différents milieux.
Je vois que le temps avance. J'aimerais quand même qu'on puisse accueillir une question. Je crois qu'on a une question qui nous provient déjà du public et qui s'adresse à Dr. Petkavich. Donc, je vais en attendant qu'on me la lise, je vais déjà vous dire qu'elle sera lue en français et en anglais. Oui. With our hate on display database specifically, we limit it primarily to white supremacist groups and a couple of Black hate groups. We have other guides on our websites, including a QAnon glossary, for example, and other guides to other types of symbols or slogans. So we don't put all of our different resources in this one bag, but we do try to address other types of movements, other types of conspiracies, and language and so forth. Thank you so much for answering that question, Marc. Thank you. Merci beaucoup. Je vois le temps qui avance. Je redonnerai la parole à Madame Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation, pour déjà les mots de clôture de cet événement. Merci Roxane. Alors oui, effectivement, pour terminer, il est important, encore une fois, de mettre en lien ce nouvel outil avec nos services déjà en place. Donc, comme vous l'avez entendu, le mandat du CPRMV est de prévenir la radicalisation menant à la violence et d'autre part les comportements à caractère haineux, et ce, donc par l'éducation, la mobilisation et l'accompagnement. Et cette plateforme lancée ce jour est un moyen de sensibilisation supplémentaire qui ouvre aussi un espace de dialogue de plus afin d'informer la population sur les diverses formes de haine dans l'espace public, mais aussi justement donc d'aider les professionnels de divers milieux, notamment cliniques et communautaires. Donc oui, Madame Saint-Onge, ceux-ci donc pourront par la suite être accompagnés s'ils le désirent en utilisant notre plateforme Info Radicale, que je rappelle qui est à la fois une ligne téléphonique mais aussi une plateforme d'interaction par écrit où donc nos professionnels de l'accompagnement pourront donc interagir avec les intervenants de première ligne en lien avec tous ces enjeux que pourrait susciter non seulement la haine mais juste l'interaction avec le petit guide donc qu'on lance aujourd'hui. Et bien sûr, parce que notre autre ADN est la mobilisation, eh bien, on veut vraiment mobiliser donc toutes et tous afin d'offrir aux Québécoises et aux Québécois un parapluie de services complémentaires permettant vraiment de travailler à enrayer la haine sous toutes ses formes. Puis finalement, encore une fois, merci à tous les partenaires du CPRMV impliqués dans le développement de notre plateforme, c'est-à-dire la Ville de Montréal, le ministère de la Sécurité publique du Québec, nos panélistes, merci, les invités d'honneur, donc, et tout particulièrement les membres de l'équipe du CPRMV pour le travail colossal réalisé. Et on ne peut pas oublier ce que j'appelle notre backup, vraiment la communauté de l'écosystème en radicalisation qui a été d'un appui, les chercheurs donc, qui nous ont nourris de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur engagement aussi. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence et visitez la plateforme guiden.org. Au plaisir.